Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des IA Date. Alors c'est une édition un petit peu spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'IA pour tous. 1500 événements à travers la France pour sensibiliser aux enjeux de l'IA et ce grand événement national est co-organisé par notre témoin du jour, Gilles Babinet. Les IA Date, c'est un peu finalement l'ancêtre de cette semaine de l'IA pour tous, c'est-à-dire des rendez-vous précurseurs pour acculturer le grand public à l'IA, l'intelligence artificielle, organisée par le département des Alpes-Maritimes, la Maison de l'IA et le SICTIAM. Trois structures, trois collectivités présidées par Monsieur Charles Genesi et qui est avec nous ce soir. Vous pouvez l'applaudir. Et puis, ces IA Date sont également organisés avec le soutien de l'Institut Europia, présidé par Marco Lendi, que vous pouvez également applaudir. Notre thème ce soir, révolution, IA, environnement géopolitique et perspective. Alors avec Gilles Babinet, entrepreneur autodidacte, président de la mission Café IA, Digital Champion France auprès de la Commission européenne et membre du comité IA, il a occupé la fonction de coprésident du Conseil national du numérique de 2021 à 2025. Et pour ouvrir cette IA Date, eh bien, nous accueillons le président du département des Alpes-Maritimes, Charles Genesi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme nous sommes un petit peu en retard, je vais vous faire un propos introductif qui sera le plus court possible. Mais néanmoins, pas sans vous avoir remercié de vos applaudissements. Et ces applaudissements, bien évidemment, je les partage avec toute l'administration du département. Je les partage avec Marco Lendi, qui a poussé ces IA Date depuis le début. Je les partage avec les élus qui nous font le plaisir d'être ici, dont David Codominici qui vient d'arriver, qui est vice-président en charge du numérique au département des Alpes-Maritimes. Je les partage avec vous tous en définitive parce que vous êtes devenus des fidèles de ces rencontres des IA Date qui nous font acculturer le département des Alpes-Maritimes sur cette révolution du numérique. Cette révolution du numérique que nous avions voulu dans l'adaptation, c'était en 2017, 2018. Puis derrière, la vulgarisation de l'intelligence artificielle est arrivée. Aujourd'hui, on en parle comme d'un nom commun, on en parle comme si on en avait toujours parlé, mais en définitive, elle reste quelque chose qu'il faut pouvoir maîtriser, qui va très très vite. Et puis en même temps que le Smart Deal, qui parlait de l'intelligence artificielle, du numérique, j'ai souhaité à l'époque lancer le Green Deal. Et le Green Deal et le Smart Deal, pour moi, ce sont les deux piliers qui, de façon transversale, sont là pour donner un équilibre sur l'ensemble des compétences que porte le département des Alpes-Maritimes, en saluant également les représentants de l'État, monsieur le directeur des territoires et de la mer, qui nous fait le plaisir d'être là. Nous avons cette volonté. Et si je dis cela, c'est parce que ce soir, nous avons un invité d'honneur, Gilles Babinet. Gilles Babinet, que dans un autre temps, j'ai pu connaître lorsque je fus parlementaire, il était déjà ce grand spécialiste qui écrivait de la littérature sur ces sujets du numérique, qui a apporté sa contribution, qui a été, comme l'a indiqué notre présentateur tout à l'heure, le coprésident de la Commission nationale du numérique, un poste éminemment important. Et puis, aujourd'hui, Gilles Babinet, nous le recevons à la demande de Marco dans ces IA Date, et il va nous parler probablement un peu de cet équilibre entre la révolution du numérique et le Green Deal. À un moment donné, utiliser l'intelligence artificielle, utiliser le numérique, c'est faire une empreinte carbone assez forte. Et il faut aujourd'hui la rendre le plus faible possible. C'est l'une de nos préoccupations. Je pense qu'il faut savoir tenir cet équilibre. Nous avons voulu, et la tempête Alex a été là pour nous le rappeler en 2020, nous avons voulu équiper l'ensemble de notre territoire avec tous les capteurs possibles, avec les capteurs en fond de ballon,
avec les capteurs au sommet des montagnes, pour voir arriver les tempêtes, pour voir arriver les vagues de submersion, pour voir arriver tout ce qui peut détruire notre paysage. Nous l'avons également photographié, mis sous forme de 3 dimensions, avec des précisions qui nous permettent une reconstruction précise. Mais tous ces éléments du numérique, tous ces capteurs, ont une dépense énergétique énorme. Alors, nous avons ce souhait. Et je salue Jean-Pierre Mascarelli dans les élus, je ne l'ai pas cité, mais je me rattrape en disant qu'il est le président du CIMISA, il est le président de celui qui, au niveau de Sophia Antipolis, tient cette technopole depuis des années et des années, une technopole dont nous avons fêté les 50 ans et qui continue aujourd'hui à rebondir avec le pôle Alpha qui a été inauguré il y a quelque temps de cela. Nous étions tous ensemble avec, et autour de Jean Leonetti pour inaugurer ce navire qui porte et donne un élan nouveau à la technopole de Sofia. Eh bien, ce soir, je suis convaincu que nous allons continuer à évoluer, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez responsable d'association, que vous soyez dans une collectivité, que vous soyez tout simplement spectateur, j'ai envie de vous dire merci de vous intéresser à ce sujet, car c'était notre ambition, acculturer notre collectivité du conseil départemental. Merci Benjamin, avec toutes les équipes, avec tous ceux qui vous entourent. Nous avons réussi ce pari. José a été cet artisan ultime avec la direction du SICTIAM qui a porté à bien ces avancées. Mais je dois dire qu'au-delà de cette acculturation de notre collectivité, ce sont tous les maralpins qu'il faut pouvoir faire avancer sur ce sujet, parce que nous sommes baignés dans cette intelligence artificielle et nous sommes baignés dans ces datas pour lesquelles Gilles Babinet va probablement nous expliquer tous les dangers qu'ils peuvent représenter, mais en même temps, quelle aventure nous vivons tous ensemble. Quel monde exceptionnel nous vivons aujourd'hui. C'est grâce à cela que l'on peut dire que nous sommes quelque part un peu des hommes augmentés, mais la question est posée. Le sommes-nous vraiment? Allez, bonne IA-Date. Merci beaucoup, Monsieur le Président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Genesi. Place à notre grand témoin, Gilles Babinet, que je vous ai présenté. Sachez qu'il est également enseignant à HEC et auteur de plusieurs ouvrages qu'il a publiés en mars 2024. Green AI, l'intelligence artificielle au service du climat. Il accompagne également les organisations dans leurs projets de transformation numérique. Et nous allons évoquer ensemble la révolution IA, environnement, géopolitique et perspective. Gilles Babinet. Merci. J'ai envie de dire quel accueil. Je vous avoue que ça fait maintenant 2 heures que je suis là et j'ai été très touché par l'accueil extrêmement chaleureux qui m'a été fait. Et puis la petite surprise, c'est que je me suis aperçu que je connaissais quand même pas mal de monde ici. Évidemment, monsieur et madame Landy, mais aussi vous, Monsieur le Président, et puis j'aperçois Isabelle derrière, Aurélie qui est venue me saluer. J'ai même mon neveu qui est dans l'audience. Et je peux dire que il a pu se libérer il y a juste quelques minutes, donc je suis vraiment très heureux d'être là. Alors, voilà, on vous a promis monts et merveilles, il va falloir que je m'exécute. Lorsqu'on a préparé cette conférence, finalement, ce qui est beaucoup ressorti, c'est... Finalement, c'est quoi les grands sujets macro auxquels on fait face? Et on a choisi, dans un temps limité pour laisser place au débat aussi, d'essayer d'aborder tous ces sujets. Ça, c'est l'objet de mon dernier livre qui est sorti il y a 1 semaine exactement. Et lorsque cet ouvrage est sorti, le retour que j'ai eu des premiers lecteurs, c'était « Mais tu as changé de posture ». Parce que j'étais connu pour être quelqu'un d'assez, je dirais, technopositif. Et je crois que ça a été notamment évoqué par le président Genesi. Face à la puissance de cette technologie, il nous importe d'être responsables et de comprendre
les différentes dynamiques qu'elle met en œuvre. C'est ce que j'ai voulu essayer de toucher au sein de ce livre et c'est ce que je voudrais évoquer rapidement avec vous aujourd'hui. L'IA, ce n'est pas une discipline récente, c'est même une discipline très ancienne. J'ai de façon très arbitraire choisi ici de vous parler de deux individus, les deux que vous connaissez probablement d'ailleurs. L'un, c'est Turing. Vous avez vu ce film extraordinaire qui lui est consacré et qui vraiment montre comment ce premier ordinateur a été fait, qui a permis de casser le code nazi de la machine Enigma. Et je crois que ce qui est tout à fait intéressant dans Turing, c'est que dans ses écrits, il mourra en 53, en 51, il écrira que les machines sont appelées à nous imiter. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre en anglais du film qui lui est consacré s'appelle The Imitation Game. Et je crois qu'il a eu la préscience très très forte de cette dynamique de l'informatique qui finalement tend à disparaître. Il le dit dans un de ses écrits, je trouve ça remarquable. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on ait le sentiment d'avoir une relation naturelle et qu'à un moment, on ne sache plus si on parle à un humain ou à une machine. Et à maints égards, on peut, lorsqu'on utilise ces systèmes génératifs, avoir un peu ce sentiment. Et donc, il va initier cette discipline. On aura en 1956 la conférence de Dartmouth où le terme machine learning sera forgé. Et puis, par la suite, on va avoir, je dirais, un grand nombre de contributions. J'en citerai deux. Geoffrey Hinton, récemment auréolé d'un prix Nobel, et qui a vraiment été l'inventeur de ce qu'on appelle le deep learning, la discipline du deep learning, qui est aujourd'hui la discipline reine dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Et puis l'autre, c'est quelqu'un que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Yann LeCun, qui va reprendre ses travaux de Hinton et qui va être capable de développer ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels, c'est-à-dire le fait d'être capable d'avoir beaucoup de couches de réseaux de neurones, pas 2 ou 3 comme ce que l'on faisait précédemment, ou plutôt des centaines ou des milliers, et de fait, contribution absolument extraordinaire. Et puis, l'autre personne que vous connaissez probablement pas, mais qui a son rôle, c'est Ashish Vashwani, c'est le personnage qui est le plus à droite de ce visuel, qui va être l'auteur d'un papier dont on parle parfois, qui s'appelle « Attention is all you need », et qui postule du fait qu'on est capable de faire des modèles d'attention qui sont basés sur ce qu'on appelle des transformers, et pour faire simple, qui sont capables de créer, de générer des conversations à partir de tokens, ce que je pense beaucoup d'entre vous utilisent au quotidien. Ashish publie ce papier en 2017 et immédiatement il est remarqué par un petit laboratoire associatif qui s'appelle OpenAI et qui va décider de mettre tous ses moyens sur cette technologie avec le succès que l'on sait. On peut considérer aujourd'hui que vraiment, probablement beaucoup plus que 95%, peut-être 98% des ingénieurs qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle le font sur des grands modèles et des technologies qui sont généralement assez proches du monde des transformers. Donc il y a une forme de focalisation extrêmement forte, que certains d'ailleurs, dont Yann LeCun, dénoncent comme excessive, mais c'est la dynamique dans laquelle on se trouve. Juste pour vous donner une idée des chiffres, on parle aujourd'hui de 3 milliards de dollars investis par jour aux États-Unis dans l'intelligence artificielle. 3 milliards de dollars par jour, c'est juste considérable et ça ne ralentit pas pour l'instant. La vaste majorité de ces montants, et ça nous amène d'ailleurs à notre prochain sujet, va dans les data centers. Une partie paye des salaires assez mirobolants aux ingénieurs dans cet univers. Mais voilà, c'est le contexte dans lequel on est. On est en train de vivre une révolution technologique qui a comme caractéristique, à mon avis, première, c'est la vitesse. C'est-à-dire que comme l'infrastructure de distribution Internet est déjà en place, vous n'avez pas à construire des voies de chemin de fer, des lignes électriques, des pipelines. Vous avez déjà cette infrastructure de distribution, vous pouvez toucher des milliards de personnes. On considère qu'il y a à peu près 6 milliards de personnes qui sont aujourd'hui connectées à Internet sur les 8 milliards de terriens.
Et donc, chacune de ces personnes, potentiellement, peut accéder à cette technologie. Donc, d'où l'intérêt de développer ça rapidement, parce qu'on voit bien que, finalement, comme vous avez un coût d'accès à l'utilisateur qui est marginal, et bien finalement, c'est le meilleur modèle qui gagne, et ce qui fait qu'on a une très très forte centralisation des capitaux. Ce qui nous amène d'ailleurs à notre premier sujet dans le titre de cette conférence, qui est le sujet d'environnement. Lorsque j'ai écrit le livre qui a été évoqué tout à l'heure, Green IA, le sujet de la consommation des data centers existait, il était assez présent, mais il n'avait pas pris du tout la nature qu'il a aujourd'hui. Alors pourquoi c'est devenu un sujet de préoccupation? Parce qu'on considérait que aux alentours de 2018, la consommation du numérique, la totalité de la consommation énergétique du numérique, c'est-à-dire aussi bien votre smartphone que les data centers, c'était aux alentours de 2,5% aux États-Unis. Et on pense que ce chiffre est en train de monter entre 10 et 15%. Donc c'est une explosion. Et c'est problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça a des conséquences inflationnistes. Trump est arrivé au pouvoir en promettant qu'il arriverait à maîtriser l'inflation. D'une part, il y a les problèmes dans le détroit d'Ormuz, mais il y a aussi des problèmes domestiques qui sont que c'est celui qui paye le plus cher qui est le servi en premier, et les data centers sont exactement dans cette dynamique. Et pour répondre à ça, les Américains n'ont pas tellement le choix, ils ne peuvent pas se donner le temps de construire des lacs barrages ou des centrales nucléaires. Et donc c'est une énergie qui est extrêmement carbonée. C'est principalement une énergie d'origine gazière. Et il y a un pipeline qui est en cours de construction actuellement, pour vous donner une idée de la frénésie que ça représente, qui fait 1200 km, qui va dans l'Utah, en partant du Texas, pour amener du gaz, pour fournir ce qui sera probablement l'un des plus gros data centers à l'échelle de la planète, puisque c'est un des data centers aux alentours de 2,5 gigawatts, c'est-à-dire à peu près 3 tranches de centrales nucléaires de première génération, ou une fois et demie une tranche d'EPR. Donc c'est tout à fait important. Et donc ça, c'est vraiment une problématique qui est extrêmement forte. Et je dirais qu'il se double du fait que, évidemment, vous avez, pour que cette énergie soit consommée, il faut des microprocesseurs. Qui dit microprocesseur dit extraction de terres rares. Et on le voit moins parce que c'est moins chez nous que ça se passe, mais ça veut dire dans certains endroits, au Kazakhstan, en RDC, en Amérique du Sud, des ouvertures de mines en très très grand nombre pour extraire les matériaux qui permettent de faire ces microprocesseurs. Et finalement, ce qui nous ramène aussi à une forme de limite physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui freine l'expansion de l'intelligence artificielle, c'est en large partie le fait qu'on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de microprocesseurs, on n'a pas assez de data centers, et au-delà de ça, il y a souvent des frais réglementaires. La France mérite d'être évoquée à cet égard, parce qu'on considère que du fait de la très forte désindustrialisation de ce pays et du fait que la transition prévue du véhicule thermique vers le véhicule électrique se passe beaucoup plus lentement qu'initialement envisagé, eh bien on a entre 10 et 15 gigawatts de disponibilité. On peut trouver 15 gigawatts en plus. C'est considérable. Aucun pays ne peut prétendre avoir cette disponibilité nulle part. Les pays qui veulent avoir de l'énergie en plus, potentiellement peuvent mettre des énergies renouvelables, mais c'est intermittent, et donc ça couvre qu'une partie du besoin, et donc c'est très difficile à faire. Mais ce qui nous freine, pour arriver à capter finalement cette opportunité, c'est quelque chose qui malheureusement est assez commun en France, c'est les enjeux réglementaires, le fait que vous avez une sorte de pas de temps réglementaire de 3 ans pour faire toutes les études d'impact qui sont nécessaires avant d'être capable d'ouvrir ces data centers. Il se trouve que c'est à peu près la même chose aux États-Unis, sauf qu'ils ont une pratique qui est assez simple, c'est de déposer des demandes d'ouverture 4 à 5 fois plus nombreuses
que ce qu'ils font en réalité, et ce qui leur permet de répondre à celui qui répondra le plus vite, qui sera capable de faire cette course d'obstacles le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on considère que 80% des engagements de data center de plus de 100 MW se trouvent aux États-Unis, liés à l'intelligence artificielle évidemment. Donc c'est à la fois bien et c'est à la fois une préoccupation environnementale première, parce que vous pouvez considérer que cette énergie consommée, elle est très largement carbonée. On parle aujourd'hui, au moment où je vous parle, on parle aux alentours de 450 TWh annuels. C'est exactement la France qui ont été ajoutés du fait de ces data centers d'intelligence artificielle. Et on pense qu'on va aller aux alentours de 1200 TWh aux alentours de 2031. Donc c'est, je ne sais pas, oui, c'est 3 France, c'est presque 3 France là-dessus. Il y a des scénarios assez intéressants qui montrent que c'est peut-être un pic. Parce que à ce moment-là, les gains de performance des technologies feraient que potentiellement on atteindrait ce pic et on arriverait à redescendre, notamment parce qu'on pourrait avoir des shifts technologiques. On pourrait avoir une part des processeurs optiques qui sont très appropriés à faire du traitement du type qu'on trouve dans les microprocesseurs d'intelligence artificielle. Et puis on pourrait avoir des nouveaux modèles. J'évoquais Yann Lequin tout à l'heure, mais il est parti pour faire une nouvelle génération complète de modèles qu'on appelle les world models, et qui, si ça marche, aurait un ratio d'efficacité énergie token d'un facteur, je ne sais pas, peut-être 10 ou 100 000 par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est très difficile en général de prédire l'avenir. C'est encore plus difficile de prévenir l'avenir dans le domaine de l'intelligence artificielle, et donc je m'y risque avec parcimonie. Voilà. Ce qu'il faut, je crois, retenir de tout ça, c'est qu'il y a une vraie opportunité pour la France. Il ne faut pas brader cette énergie, parce que si on fait mal les choses, on va se retrouver à avoir comme seule valeur ajoutée, c'est de vendre de l'électricité et des gens qui font du gardiennage. Donc il faut réussir à rentrer dans la valeur ajoutée du data center. Il y a des acteurs qui font ça très très bien et qui arrivent à être des coopérateurs aux côtés des hyperscalers, c'est-à-dire ce qu'on appelle autrement les GAFAM, les Google, Meta, Anthropic, OpenAI, pour faire en sorte que finalement on capitalise sur la valeur ajoutée de ces technologies. Il y a une autre phase dont on ne parle pas beaucoup, c'est les bienfaits que peut faire l'intelligence artificielle à l'environnement. Et en fait, on n'en parle pas beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'évidemment, on voit généralement plus ce qui nous inquiète que les bénéfices que ça peut avoir. Ce qui nous inquiète est quand même très visible, hein, je ne peux pas le nier. Mais il y a beaucoup d'exemples qui sont absolument stupéfiants sur les gains d'efficacité que peuvent donner en termes d'externalité environnementale l'intelligence artificielle. Je vais vous en donner 3 très rapidement. En agriculture. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui est un data scientist qui s'ignore. C'est-à-dire quelqu'un qui est confronté à un monde d'une très très grande complexité et dont la prédictibilité est extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que vous commencez à la saison, on va dire en octobre ou en novembre, et vous dites l'année prochaine, je vais faire du blé. Et puis patatras, vous avez, ou plutôt je vais faire du maïs. Vous avez la guerre en Ukraine qui commence et vous vous dites j'aurais dû faire du blé. Et puis après, vous commencez à vous dire mais bon, cette année, je vais faire tel processus, je vais faire beaucoup de mécanisation et je vais essayer de mettre des intrants de tel type. Et puis, vous avez le détroit d'Ormuz qui se ferme, vous n'avez plus d'intrants là-dessus. Et vous avez, rien que pour des causes géopolitiques, des variations énormes de vos coûts potentiels et de vos revenus là-dessus. Et puis, vous avez les conditions climatiques qui varient, vous avez des machines qui cassent. Voilà, vous êtes confronté à de l'incertitude en permanence. Et pour avoir eu des copains qui ont travaillé dans cet environnement-là, ils disaient que, par exemple, pour les betteraviers, il suffisait qu'il y ait la grippe pour qu'on passe de résultats négatifs, de résultats positifs à résultats négatifs, parce que
vous avez une saison relativement courte pour faire la récolte des betteraves. Une betteravière, une grosse machine qui fait du sucre à partir des betteraves, ça travaille pendant 3 mois. Si ça a travaillé pendant 4 ou 5 mois, on se met à perdre de l'argent. Et donc, être capable de traiter tout ce qui est multifactoriel de façon simultanée et ce qui est séquentiel de façon efficace, eh bien, c'est très pertinent. On gagne en performance et surtout, on consomme moins d'énergie, moins de tracteurs, moins d'intrants et on est capable d'arroser moins. Et donc, voilà. Pour faire court, il y a un exemple qui a été mené par l'université Carnegie Mellon en Thaïlande et qui a montré que finalement sur les rizières qui sont très émettrices de méthane, c'est vraiment très émetteur, en gros c'est 15 tonnes d'émissions de méthane à l'hectare par saison. Eh bien, non seulement on était capable en mettant des modèles d'intelligence artificielle qui assistent le fermier d'annuler complètement ces émissions, mais on était aussi capable de faire de la capture carbone, c'est-à-dire de renforcer l'humus. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Mais l'université UMCISP, qui est une université marocaine, qui a une très grosse division qui concerne la terre, a montré que si on arrivait seulement à passer la totalité de l'agriculture intensive, il faut savoir que l'agriculture intensive, c'est 20% de l'agriculture totale. Le reste, c'est ce qu'on appelle de l'agriculture familiale. La totalité de l'agriculture intensive sous modèle d'intelligence artificielle serait capable d'annuler la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Voilà, ni plus ni moins, en faisant de la capture carbone. Alors malheureusement, ça n'arrivera pas, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, et puis dans certains cas, ça a des grosses incidences sur le modèle de production. Mais j'aime bien cet exemple parce que je le trouve extrêmement parlant. C'est théorique, mais si vous captez à peu près l'équivalent de, je crois que c'est 600 kg de carbone à l'hectare sur toute l'agriculture mondiale intensive, vous annulez toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Là, donc et je peux vous faire le même exemple sur les supply chains. Les supply chains, on en parle beaucoup avec, encore une fois, ce problème d'Ormuz actuellement. Mais les supply chains, c'est quelque chose d'extrêmement dysfonctionnel. Plus de 45% des conteneurs vont avoir, pendant leur parcours vers leur destination, un incident. Alors ça peut être une climatisation qui tombe en panne, ça peut être un incident réglementaire, c'est plus souvent le cas. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle est remarquable pour arriver à aider dans ce domaine. Puis d'une façon plus générale, les systèmes de transport. Vous êtes ici à m'écouter, beaucoup d'entre vous sont propriétaires d'une voiture. Votre voiture, en moyenne, elle fonctionne 7% du temps. L'objectif d'Elon Musk, c'est de faire en sorte que les voitures ne soient plus votre propriété, soient un peu un Uber généralisé à l'échelle d'une nation ou au-delà, et qu'on arrive à monter le taux de charge de ces voitures à 30%. Rien qu'en faisant ça, on change le monde, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir de parking dans les villes, les voitures sont beaucoup plus efficaces, en plus c'est des voitures électriques de facto. Voilà, donc l'idée de Musk, qui défend beaucoup, c'est pas tant le véhicule électrique, ça c'est fait, et plutôt en perte de vitesse dans ce domaine, c'est le véhicule autonome, et encore une fois, on voit le confort que ça nous apporte, mais la perspective environnementale, elle est absolument considérable à cet égard. L'autre sujet qui, évidemment, je pense, vous préoccupe, enfin en tout cas, moi, à chaque fois que je fais un débat, c'est le sujet du travail. Alors, FOW, ça veut dire Future of Work. C'est devenu une sorte d'expression gimmick aux États-Unis. Il n'y a pas une journée aux États-Unis où il n'y a pas un incident qui soit lié au travail et à l'intelligence artificielle, à tel point que l'administration Trump est en train de changer complètement de posture et va introduire une réglementation sur l'intelligence artificielle. La première chose qu'ils ont fait, le deuxième jour où Trump est arrivé, commencer son mandat, c'est de retirer la réglementation que Biden avait mis en place sur l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, ça a un lien, je vais en parler un peu plus tard, sur les sujets géopolitiques qui est absolument stupéfiant. Et la problématique est la suivante. En 2025, il y a 4 ou 5 entreprises qui ont annoncé faire des licenciements
du fait de l'intelligence artificielle. En disant d'ailleurs, comme par exemple Block, qui est une entreprise qui fait des systèmes de paiement aux États-Unis, ils ont dit on se sépare de 40% de nos codeurs, pardon, 60% de nos codeurs, des gens qui font du développement informatique, parce que je me rends compte qu'on le fait avec l'intelligence artificielle et que ça fonctionne tout aussi bien. Et donc évidemment, ça a créé une forme de crispation. Et il faut voir que cette crispation aux États-Unis est particulièrement aiguë parce que vous savez ce qu'on appelle la dette étudiante. La dette étudiante, c'est de très loin la dette qui dure le plus longtemps. Quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il avait encore un résidu de dette étudiante à payer aux États-Unis. Je ne me souviens plus du chiffre, mais il est absolument considérable. Et donc, ce que disent les étudiants américains, c'est, d'une part, on s'est beaucoup endetté pour faire ces études, et puis maintenant qu'on les a faites, on nous explique qu'en fait, on arrive sur un marché du travail qui est saturé, qu'on soit programmeur, avocat, diplômé en sciences politiques pour rentrer dans des cabinets de conseil. Tout ça, ce sont des choses qui sont en train de nous échapper. C'est assez difficile d'être comme on peut l'être quand on lit même la presse française. Il y avait un papier dans Le Point la semaine dernière, dans l'Express, pardon, la semaine dernière, et il y en avait dans Le Monde, je crois qu'il y a encore 2 jours. Ces papiers sont très assertifs sur le fait que ça y est, on a une sorte d'érosion du travail du fait de l'intelligence artificielle. Ce que l'on peut dire de façon affirmative, c'est qu'il y a clairement un frein à l'entrée des juniors, des gens qui sortent de la diplomation et qui cherchent un premier travail. Ça, c'est incontestable là-dessus. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent aux États-Unis. Les États-Unis est intéressant parce que c'est là où il y a plus d'intégration de l'IA, donc s'il se passe quelque chose, c'est là qu'il faut regarder. La France est encore très loin derrière le niveau d'intégration de l'intelligence artificielle. Donc il y a me semble-t-il, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais qui n'est probablement pas de la nature de l'hystérie qui est en train de s'exprimer. L'ancien chairman de Google a été dans la très prestigieuse université d'Arizona faire le discours de remise de diplôme il y a quelques jours. Il s'est fait regarder sur Internet, c'est absolument stupéfiant. Il se fait huer pendant un quart d'heure. Et particulièrement quand il annonce les bienfaits de l'IA, les gens sont très énervés là-dessus. Donc, je pense que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, il n'y a pas du tout la préparation politique à l'accueil de cette technologie. Et je veux dire, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'une façon générale, je pense que c'est quand même un grand bienfait quand on a une grande transition démographique très brutale qui est en train d'avoir lieu, doublée d'enjeux environnementaux qui sont absolument considérables, d'enjeux de sécurité qui font qu'on a besoin d'un argent qui n'existe pas. Et ce n'est pas qu'en France, dans très nombreux pays. Avoir des gains de productivité, c'est vraiment extraordinaire de les avoir à ce moment-là. Le vrai sujet, c'est qui les récolte. Est-ce que c'est Dario Amodei et Sam Altman, les fondateurs d'Anthropic et d'OpenAI, ou est-ce que c'est vous, nous, en l'occurrence? Et c'est ça la préoccupation. Pourquoi c'est une préoccupation? Mais parce que quand on a eu la première révolution industrielle, il y a un économiste qui s'appelle Bob Allen, je vous invite à vous documenter sur lui, qui a vraiment travaillé sur ce sujet. Entre 1790 et 1860, dans les lieux où la révolution s'est exprimée, comme en premier lieu au Royaume-Uni, les conditions de vie des gens se sont profondément dégradées. C'est-à-dire que avant 1790, il vous fallait à peu près 6 heures de travail par jour pour assurer votre subsistance, c'est-à-dire le minimum, de quoi avoir un toit au-dessus de soi, de pouvoir se nourrir. Et ce temps-là est passé très rapidement, en l'espace de temps d'une quinzaine d'années, à entre 14 et 16 heures. Et en plus, les enfants se sont retrouvés obligés de travailler. Donc c'est une dégradation complète du fait de la technologie. Et si vous voulez, je penserais absolument disgracieux, pour le moins,
de venir vanter les bienfaits de la technologie en ayant connaissance de ça. Voilà. Et en l'occurrence, ce n'est pas la technologie le problème, c'est la façon dont on couple technologie et régulation. Voilà. C'est l'unique et le seul sujet. C'est de faire en sorte qu'on sache accueillir la technologie. Et il y a un autre sujet quand même qui est un peu plus lointain, mais qui se pose quand même, c'est est-ce qu'on est dans une transition schumpeterienne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plein d'emplois qui disparaissent, puis on en recrée plein d'autres, ou est-ce qu'on est finalement dans une disparition nette des emplois? Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent, mais sans pouvoir le démontrer, qu'on est dans une transition schumpeterienne. Je pense que si on avait dit à n'importe qui en 1960 qu'aux États-Unis existerait 200 000 licenciés de yoga en 2017, les gens auraient explosé de rire. Voilà, on va probablement avoir ce type de choses. Personne ne souhaite être servi par un robot dans un restaurant ou dans un hôtel ou je ne sais quoi. Donc il va y avoir une très très forte mutation. Je suis encore incapable de dire la nature qu'elle va prendre et la nature et l'amplitude des gains de productivité que vont amener l'intelligence artificielle. Mais il y a un vrai sujet sur finalement être capable d'organiser ça de façon intéressante. Et si vous voulez, pour ce qui est des prédictions, pour vous montrer ce qu'elles valent, j'ai pris deux individus très différents, Dario Amodei et Daron Acemoglu. Acemoglu, c'est le prix Nobel d'économie avant Aghion, donc 2024. Et Dario Amodei, c'est le patron d'Anthropic. Et en fait, si vous voulez, c'est impressionnant à quel point leurs prédictions sont diamétralement opposées. Et on ne peut pas reprocher à Acemoglu d'être enfermé dans son laboratoire. Quelqu'un qui est au contact du monde de l'intelligence artificielle au quotidien, qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis ses travaux et je les aime beaucoup là-dessus. Et donc, Amodei, il dit, en fait, on va vers une ère de chômage de masse. Et Acemoglu, il dit, en fait, je pense que les gains de productivité vont être très, très longs à s'exprimer, plus pour des facteurs culturels que pour des facteurs technologiques. Et donc, c'est pour ça que je ne me risquerai pas à donner un avis définitif là-dessus. En revanche, ce qui est important de comprendre, je suis en train de dépasser mon temps, hein, c'est ça? Ouais. Je vais quand même aller là-dessus parce que je trouve important de comprendre ça. Il y a un phénomène qui est vraiment intéressant, c'est finalement ce qu'on appelle le welfare state, la distribution de la productivité. Et ça, je voudrais essayer de l'expliquer. Entre à peu près 1918, avant on n'avait pas de statistiques qui tenaient, et puis 1976-77, on a eu un contrat social qui a consisté à faire en sorte que à chaque fois que les machines permettaient d'accroître la productivité, on en donnait une partie au capital et puis une partie au travail. Et c'est comme ça qu'on a créé la classe moyenne. Alors, je crois qu'on appartient ici tous à la classe moyenne. Eh bien, il n'y aurait pas eu ce contrat social, je ne suis pas sûr qu'on serait là, en train d'écouter ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour faire ça, il faut un deal productif, en fait. Il faut un deal entre les gens qui veulent produire pour gagner de l'argent et qui investissent le capital, et puis les travailleurs qui produisent, et le système social et politique qui décide de tout ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Alors, c'est intéressant d'essayer de comprendre parce que la productivité, elle a continué à croître, mais il y a une décorrélation qu'on observe à peu près dans tous les pays de l'OCDE entre la distribution du capital et du travail à partir de ce moment-là. En gros, on considère que dans l'OCDE, en agrégé, entre 1976 et maintenant, il y a à peu près 30 points de richesse qui sont allés au capital en plus qu'auparavant. C'est évidemment absolument considérable. Il y a 3 événements importants qui sont passés. D'abord, il y a eu une crise pétrolière, il y en a eu 2 même, 73, 74 et 79. Mais surtout, il y a eu un phénomène très très intéressant, c'est les marchés financiers qui ont été numérisés. À partir de 73, on pouvait, entre le Canada et les États-Unis, avoir des marchés financiers qui étaient électroniques, acheter des actions. Et puis, on a eu tout un phénomène à partir de 1982 de dérégulation, les accords de l'OMC, le GATT, etc., où on a dit on va ouvrir les marchés, limiter les taxes douanières dans le monde, avec un moment d'apothéose qui a été d'ailleurs mené par Pascal Lamy, un Français, qui a été le moment où 176 pays ont signé des accords pour que, grosso modo, les services ne soient quasiment plus taxés, les marchandises assez peu là-dessus.
Ce faisant, on a fait quelque chose de très important. On a dit, les travailleurs, ils ne peuvent pas bouger, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait des migrants qui viennent chez nous et qui prennent le travail de nos travailleurs. Mais le capital, il a le droit de bouger. Et donc, vous êtes un capitaliste, vous affectez votre capital à l'endroit où il est le plus efficace, c'est-à-dire en Thaïlande, si vous fabriquez des boîtes de conserve, vous allez peut-être aller le faire là-bas, ou même de l'électronique maintenant, là-dessus. Puis vous désaffectez les endroits où le capital coûte trop cher, le rendement du capital est plus faible parce que les travailleurs coûtent plus cher. Cette désynchronisation, je pense que beaucoup de la colère qui monte des territoires vient de là. Quand vous regardez ce qui se passe, vous avez un niveau de désindustrialisation qui est surtout porté par les territoires et qui, finalement, synchronise assez bien avec notamment le phénomène des gilets jaunes que l'on connaît. Mais on a la même chose aux États-Unis, on a la même chose au Royaume-Uni, on a la même chose dans de très très nombreux pays. Et je pense que le problème auquel on fait face, c'est qu'on est face à des outils de productivité très importants qui sont capables de concentrer la richesse à un niveau extrêmement élevé, et on n'est pas préparé pour ça. Et la vraie question, et vous allez comprendre tout de suite, c'est si vous êtes un comptable, est-ce que pour utiliser cette technologie, vous payez 5 €, vous payez 1 000 €? Dans ce cas-là, c'est une fraction de votre salaire qui part et qui va enrichir Dario Amodei et Sam Altman. Dans l'autre cas, l'antitrust fait son travail et la richesse reste finalement dans les nations, dans les territoires, dans les métropoles. Voilà. Cette question, elle n'est absolument pas tranchée. Elle n'est pas à 1 000 $, elle est plutôt à 100 000 $ ou à 1 000 milliards de dollars, ce qui est à peu près le PIB mondial de la planète. Les déplacements de valeur, si on n'arrive pas à s'entendre à un niveau international pour que ces technologies s'intègrent de façon efficace et que la valeur soit correctement redistribuée, vous pouvez appeler ça sous n'importe quelle forme, ça peut être le système social, ça s'appelle ce que les Américains appellent UBI, Universal Basic Income, qui est une sorte de salaire générique qui serait reversé à toute la population. Ça, ce sujet, c'est un sujet qui va nous occuper fortement, et je regrette d'ailleurs qu'en France, il soit invisibilisé, qu'on parle d'autre chose, mais qu'on ne parle jamais de cet impact de l'intelligence artificielle, qui encore une fois va se passer relativement rapidement. Alors, ça nous emmène au sujet, et je vais finir là-dessus, géopolitique. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait des tensions géopolitiques qui étaient très largement induites par l'intelligence artificielle. Les Américains se disent, en fait, on est en train de perdre le jeu face à la Chine, et si on tire les courbes, notamment de PIB, il y a un moment où ils nous croisent en relatif, et puis un moment où ils vont nous croiser en absolu. Et donc, ça va être extrêmement problématique parce qu'on ne pourra plus imposer nos conditions, la Pax Americana, au reste du monde. Puis ils se sont dit également, en fait, il y a une chose qui peut éventuellement nous sauver et qui ressemble, à mon avis, beaucoup à un conte aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle exponentielle. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle exponentielle? Quelque chose de très simple, mais qui est énoncé de façon assez docte par pas mal de monde, les deux que je viens de citer, Altman et Amodei, mais aussi Hinton, dont j'ai parlé, Joshua Bengio, qui est un autre grand scientifique. C'est l'idée de dire qu'à un moment, votre système, comme il est véloce, comme il est doué d'autonomie, parce qu'il a une intelligence artificielle, il est capable de créer son propre code et de s'améliorer lui-même. Et donc, ce n'est plus une intelligence qui tutoie l'intelligence humaine dans certains domaines, bien qu'il y ait de très nombreux débats sur est-ce que c'est de l'intelligence ou pas. C'est une intelligence qui est exponentielle, potentiellement, théoriquement infinie. Et l'idée, encore une fois, je pense que cette idée est très mythifiée au sein des gens qui la portent, mais aussi de certains acteurs dans le corps politique. Je pense à David Sachs, qui est le conseiller, le gourou d'intelligence artificielle de Trump. C'est que le premier qui arrive là a absolument gagné la guerre, parce qu'il est capable de créer des armes, de créer des virus, de créer des choses qui sont tellement sophistiquées qu'il a gagné. Et donc, dans la mesure où il n'y aura qu'un seul gagnant, il faut tout faire pour être ce gagnant, et de ce fait, il faut faire all-in, mettre absolument tous les moyens là-dessus, retirer toutes les régulations. C'est ça qui porte actuellement la vision technopolitique des États-Unis. Et moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. D'abord parce que je ne suis pas certain qu'on va vers une intelligence exponentielle, et donc c'est peut-être
la poursuite d'un mythe qui pousse les Américains à prendre beaucoup de risques. Et puis au-delà de ça, c'est qu'on a un vrai enjeu de société. Comment on fait pour qu'on n'ait pas une sorte de trappe qui durera 70 ans comme on l'a connu au Royaume-Uni, où finalement cette technologie est extraordinaire, elle permet de faire des choses infiniment plus vite qu'auparavant, plus précisément, etc. Mais la vaste majorité des humains, finalement, non seulement n'en tirent pas profit, mais est lésée par cette technologie. Et donc, pourquoi c'est un peu pour ça que certaines personnes disent bah, « tu es devenu techno-pessimiste ». Non, je ne suis pas devenu techno-pessimiste. Je me suis dit il faut que je prenne mon bateau de pèlerin, il faut que j'aille vous parler de ça, il faut que collectivement on fasse ça. Et c'est pour ça que, je vais passer rapidement, c'est pour ça que j'ai lancé la dynamique Café-IA. Je faisais partie de la mission sur l'intelligence artificielle qu'avait créé le gouvernement il y a 2 ans de ça. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, il y a un seul truc qui m'intéresse, c'est Café-IA. Café-IA, c'est quoi? C'est de la médiation populaire. C'est la semaine de l'IA, mais toute l'année. C'est faire en sorte que tout le monde parle de l'IA dans les territoires en France. Parce que si on est ignorant de ce que je viens de vous raconter, on ne peut pas politiquement décider ensemble de ce qu'il faut faire. Et donc, le sujet, c'est de comprendre cette dynamique et de faire en sorte que, dans une logique démocratique, on choisisse de ce qu'on veut que nos gouvernements font et qu'on leur demande de s'en occuper parce que c'est important pour nous. Voilà. Et donc, Café-IA, ça a été pénible à lancer. Je peux vous dire que j'ai mis 3 ou 4 ans à convaincre les différents gouvernements, d'ailleurs, de mettre ça en œuvre. On l'a mis en œuvre. On en a fait 1800 l'année dernière et on va en faire probablement 8000 cette année. Voilà, il y a Isabelle qui est là, qui en fait. Voilà. Et Marco, d'ailleurs, c'est un peu, d'une certaine manière, si tu permets, je dirais que tu es un peu le papa des cafés IA, puisqu'il a monté cette maison de l'IA. Mais d'ailleurs, c'était avant que l'IA générative existe. Donc voilà, on s'est tous enthousiasmés pour cette technologie. Lui, il l'avait vu bien avant. Voilà, et donc je suis très reconnaissant à Isabelle et à tous les gens, à Marco, qui prêchent pour cette dynamique, parce qu'on a absolument, impérativement le besoin de sortir de moi ce que j'appelle la superstition. Quand je débarque dans un café IA, tout le monde a un avis, parce que tout le monde a lu des trucs sur Internet, etc. Je vous ai fait part de mes doutes sur cette technologie. Je ne sais pas comment ça va aller. Par contre, je sais que si on décide collectivement, ça sera la meilleure façon qu'on a de décider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles Babinet. Alors, j'ai pas compris finalement, vous êtes optimiste ou pas? Écoutez, par essence, je suis optimiste. Mais je suis optimiste quand on est ensemble. Voilà. Et je pense que ce pays doit se retrouver un peu. Et Café IA, c'est aussi cette vocation. C'est que c'est tellement sympa quand vous faites un Café IA et que vous voyez, il y a 30, 40 personnes qui se regardent un peu en chien de faïence, et puis à la fin qui disent « Ah, c'est super, on a passé un bon moment ». Voilà, je pense que un autre des méfaits, d'ailleurs, c'était un des slides que j'ai zappé là, parce qu'on n'avait plus le temps, mais sur la cognition. Aux États-Unis, on passe 7h15 par jour hors travail sur les écrans. En France, les études varient entre 4h30 et 5h30. On ne peut pas avoir une démocratie qui fonctionne dans ces conditions. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet. Il va falloir qu'on s'y attaque sérieusement. Et le plus on le fera ensemble, le plus on aura de chances de trouver un consensus. Alors au-delà de ça, comment est-ce que la France et l'Europe devraient saisir ce moment IA? Vous avez parlé des atouts de la France, notamment sur l'énergie. Finalement, comment ne pas être simplement un terrain qui fournit de l'énergie aux grands acteurs américains? Oui, alors la France a plusieurs atouts d'ailleurs. Je pense que le premier d'entre eux, c'est... Vous savez, il y a un classement de l'éducation qui s'appelle PISA. Dans PISA, on n'est pas très bon. On est à la 23e place sur 43 pays qui sont mesurés. On est au milieu du classement. Mais il y a une chose qu'on continue à faire, et chaque année on dit on ne saura plus le faire dans quelques années, mais en fait, ça fait 20 ans que j'entends ça, et c'est de faire des excellents mathématiciens. Généralement, d'ailleurs, dans quelques universités, la première d'entre elles, c'est Normal, Ulm, et voilà, une année sur
2 sur 3, on a un médaille field qui est français. D'ailleurs, qui n'est pas toujours français, qui est souvent étranger, mais qui est passé par Normal. Et donc c'est très impressionnant. Ça, c'est la matière grise première pour faire de l'intelligence artificielle. Et c'est un avantage, je peux vous dire. Et puis au-delà de ça, on a de très bons ingénieurs. Moi, je pensais que c'était un peu de l'entre-soi quand on disait ça. Et puis je vois mes copains américains, ça ne se démente pas. Ils disent tous, mais vous ne vous rendez pas compte, ils sont vraiment très au-dessus de la moyenne, c'est super. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit être fier. C'est très lié aux classes prépa. Les classes prépa, c'est une spécificité française. C'est sacré, c'est vraiment remarquable. On fait l'équivalent de 10 années de maths qu'on ferait ailleurs, on les fait en 2 ans. Et donc ça, c'est une caractéristique. On a aussi l'énergie. Mais on a finalement quelque chose qui commence à marcher. C'est des politiques publiques qui ont été très centrées sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Et l'autre jour, vous avez un rapport américain du MIT. On ne peut pas les suspecter de biais pro-français, qui a dit que la France était le 3e pays, tout paramètre confondu, en termes d'intelligence artificielle. Alors évidemment, très loin derrière la Chine et les États-Unis, mais c'est intéressant. Et finalement, c'est pour vous donner un seul paramètre, sur Scikit-learn, qui est une plateforme de contribution d'intelligence artificielle, les Français sont 4e. Donc c'est États-Unis, Chine, Inde, France. Voilà, donc c'est des petits paramètres comme ça qui me laissent croire que on peut y arriver. On a un énorme problème de confiance en nous. Moi, je le vois tous les jours. On n'a pas confiance en nous. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi là-dessus. Et puis, on a peut-être aussi un problème de continuité. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis 1960, ils disent on va faire des technologies de l'information. Nous, il y a une alternance, on coupe tous les crédits, on recommence autre chose et tout ça. La continuité, c'est important dans le succès. C'est quoi la bonne stratégie finalement? Acculturer, comme on le fait ce soir, former les ingénieurs et puis continuer d'investir massivement dans des infrastructures. Je pense à Sophia Antipolis, puisqu'on est dans les Alpes-Maritimes. Oui, on ne dira jamais à quel point c'est important d'avoir... Alors le mot est un peu terni par le Covid, mais des clusters. Donc des clusters de taille critique. Et évidemment, Sophia, c'est un extraordinaire cluster. Donc, malgré tout, quand vous êtes un programmeur, vous pouvez tout faire en télétravail, mais il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez, moi je suis un entrepreneur, j'ai monté beaucoup d'entreprises dans la technologie, certaines dans l'IA. Les moments les plus importants, c'est des moments qui sont arrivés quasiment par hasard, dans des conférences, dans des lieux comme ça, où tout d'un coup je rencontre quelqu'un et puis on s'associe, on monte une entreprise. Et en fait, les clusters permettent de faire ça. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle From the Basement to the Dome qui raconte pourquoi le MIT c'est un lieu d'innovation. Et il y a un chapitre du bouquin qui est consacré à la cafétéria du MIT. C'est assez intéressant. Est-ce que dans le public, on a des questions pour Gilles Babinet? On a plein de questions, alors je ne sais pas si on va pouvoir tous les faire. Plutôt au fond. Allez, on commence par le... Ah bah voilà, juste devant. On vous écoute. Alors, vraiment, une question courte, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, en fait, je voudrais parler ce qu'on appelle le Great Firewall en Chine. En fait, c'est un peu la muraille de Chine numérique, puisque les Chinois ne peuvent pas avoir accès à l'Internet international. Et est-ce que le Great Firewall n'est pas la raison, finalement, de leur succès? Et peut-être qu'en Europe, il faudrait faire la même chose. Et du coup, on aurait le Google français et... Alors, Mistral ne serait pas en concurrence avec Claude ou ChatGPT. Oui, alors, on pourrait parler du Great Firewall pendant très longtemps, mais si vous voulez, moi je pense que le protectionnisme n'est pas forcément une très bonne chose. Rattraper n'est pas une bonne chose non plus. Il faut faire des paris, il faut faire des choix audacieux. Les Américains ne sont pas arrivés là où ils sont en rattrapant. Et les Chinois non plus, d'ailleurs. C'est-à-dire que les Chinois ont fait des paris technologiques très audacieux qui leur permettent aujourd'hui d'être face aux Chinois, mais ils ont pris des routes de traverse. Ce qu'on appelle consensus of AI, qui est une façon de faire fonctionner les grands modèles, c'est les Chinois qui ont inventé ça, et ça, c'est voilà, la distillation qui est piller les modèles qui préexistent, c'est les Chinois aussi qui ont inventé ça. Voilà, donc
à chaque fois qu'on a tenté le protectionnisme, ça n'a pas marché. En revanche, dire, on consomme vos prompts qui sont faits à partir d'énergie extrêmement sale, donc on va mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui s'appelle le CBAM, qui pour le moment ne concerne que ce qu'on appelle les raw matériaux, donc l'acier, l'aluminium, le ciment, etc. Le mettre sur les services numériques, ça serait une excellente idée, parce que ça mettrait tout le monde sur la même longueur d'onde. Merci. Une autre question, merci pour votre question. Juste au fond, hop, on récupère le micro. Bonjour. Est-ce que vous pensez que l'IA arrivera un jour, parviendra à haut niveau de la conscience humaine? Et alors deviendra-t-elle vraiment dangereuse? Vous avez 15 secondes. Oui, mais je vais répondre. Si vous voulez, c'est des sujets qui relèvent de la métaphysique. Je pense que, si vous voulez, plus personne ne conteste le fait qu'une calculatrice calcule plus vite que nous. Ça sera la même chose dans très nombreuses disciplines. Qu'est-ce qui est notre singularité? Notre singularité, c'est notre capacité à nous émouvoir, c'est l'empathie, c'est finalement notre inconscient collectif, ce qui nous relie au reste du monde, ce que certains appellent des archétypes. Je pense que ça, c'est pas accessible à la machine. Et c'est un sujet, d'ailleurs, Demis Hassabis, qui est un autre prix Nobel, d'ailleurs, et l'un des génies de l'intelligence artificielle, a dit, je parle des fois avec... comment il s'appelle, Penrose, un autre prix Nobel, et la question c'est de savoir est-ce que tout l'univers est computationnable. Et visiblement, ce qui relève de la conscience, il y a des théories qui disent que c'est peut-être pas computationnable, mais je suis incapable de vous dire si ces théories ont la moindre valeur ou pas. Je peux juste vous rapporter cet échange entre Penrose et Hassabis. Une troisième question. Allez-y. On vous amène un micro, ça tout le monde vous entend. Vraiment une question. Oui, alors une seule question. Vous parliez que d'un seul gagnant sur l'IA. On sait que les États-Unis sont très avancés. Bon, les Chinois arrivent et quand ils arriveront à graver sous 6 microns, ça va commencer à devenir vraiment problématique. Est-ce que l'IA Act, aujourd'hui, ça ne nous met pas dedans, en fait? Est-ce que ça nous met pas forcément en troisième position et très en retard? Et Munch en parlait en commission parlementaire il y a encore quelques jours avec Mistral. Oui. Alors j'ai effectivement, si vous voulez, ayant passé 8 années à la Commission, j'ai bien vu le cheminement de l'IA Act. Je vais répondre de façon très courte, non. Les Américains sont en train de le faire. Le bon sens, c'est d'en faire un. Et tout à l'heure, j'ai évoqué, si vous voulez, la régulation, elle est nécessaire à l'intégration de la productivité. Si vous voulez espérer que sans code de la route, sans permis de conduire, sans normalisation de l'essence, des pneus, de je ne sais quoi, vous arrivez à faire l'écosystème de l'automobile tel qu'il existe aujourd'hui, bonne chance. Voilà. Il y a un moment où vous avez besoin d'avoir des API qui se connectent, qui se parlent et tout ça. Donc vous avez besoin de régulation, de faire ce genre de choses. Les Américains ont fait un pari que moi je qualifierais de religieux, qui est de dire on croit profondément que sans régulation, parce qu'on est là pour tout casser et qu'on s'appelle MAGA, on va retirer ce qui préexistait. Ils sont en train de le remettre. Voilà, c'est la réponse. Et les Chinois font un AI Act également. Et par ailleurs, nous, on est en train de le simplifier. On va faire plus simple que les Américains? Non, mais de toute façon, à la fin, il y aura un standard global sur ces techniques, parce que, encore une fois, comme le coût de distribution est marginal, à moins de faire un Great Firewall, eh bien, on aura à peu près les mêmes régulations dans les différents endroits. Et les Américains, probablement, feront un jour un DSA et peut-être même un DMA, qui sont les deux autres grandes régulations. Et les RGPD, pardon de tous ces termes un peu incompréhensibles, mais sont déjà existants dans pas mal d'États américains. Une quatrième question, je pense que ce sera la dernière, Marco. Allez, dernière question. Oui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette très belle conférence. Je voudrais avoir votre regard sur l'entrisme informationnel de contenu type complotiste, fake news. C'est-à-dire, en fait,
vous montrez des gens très compétents qui ont une puissance de feu par rapport à leur société. Est-ce que ces personnes peuvent finalement générer aussi des directions à leur puissance de feu, justement, qui iraient dans un sens illibéral et voire anti-souverainiste pour nos pays? Oui, alors si vous voulez, c'est malheureusement un fait. Les punaises de lit n'ont pas existé. Alors, quand je dis ça, on me dit, ouais, ben vous allez sur Viginum, qui est le site qui est chargé des menaces coordonnées extérieures, et il vous explique qu'il n'y a pas de phénomène de punaises de lit. C'est les Chinois, c'est les Russes, le GRU, il y a eu probablement quelques phénomènes de punaises de lit qui ont été existants, mais qui ont été tellement amplifiés qu'on a tous eu le sentiment qu'on était envahi de punaises de lit. Et si vous voulez, le GRU consacre 2 milliards de dollars par an à des opérations de désinformation. Leur objectif, c'est de semer la zizanie, de nous affaiblir sans chars, sans tanks, sans avions, sans je ne sais quoi. Et c'est ce qu'ils font. Et en face, on a une agence qui s'appelle Viginum, qui est dotée de 20 millions d'euros. Je pense que là aussi, on n'est pas à la bonne jauge. Café IA vise aussi ça. C'est-à-dire qu'un des débats qu'on a au sein de Café IA, c'est d'expliquer aux gens que là où ils croient qu'ils s'informent, ils se désinforment. Les réseaux sociaux, c'est super, je m'en sers tous les jours. Hein. C'est simplement quand vous n'avez pas été éduqué au regard critique, ben vous devenez platiste et beaucoup d'autres choses. Monsieur Mascarelli, dernière question ou observation? C'est lourde responsabilité. D'abord, merci. Merci parce que par moments, j'ai eu l'impression de comprendre. Et une seule question. Tout à l'heure, vous avez parlé du bon sens. Est-ce que finalement, est-ce que le bon sens n'est pas une des qualités humaines qui n'est pas modélisable? Il est dur parce qu'il me termine là-dessus. Voilà. Bonne chance. Merci. Non, je crois que ça rejoint le point. Je crois que la question de singularité est posée plus que jamais et que on a longtemps cru, et notamment, je pense que le narratif productif est très présent là-dedans, que finalement notre singularité, c'était l'intelligence, la capacité productive. Il va falloir faire le deuil de ça, et c'est autre chose. Je pense que Marco Lendier a un avis sur la question. Comme toujours, Marco, on vous invite à nous rejoindre pour conclure cette IA Date. Merci les amis. J'aime vraiment vous appeler les amis des IA Dates. On est là, après 4 mois, mais ce n'est pas qu'on n'a pas rien fait. Vous savez que le mois de février, on était très engagés pour le World AI Cannes Festival, qui était encore une fois un grand succès, et que le mois d'avril, on a lancé à Cannes la 2e édition du World AI Film Festival. Mon cher Gilles, merci d'être là avec nous. Comme un pèlerin, tu es venu ici à parler de l'IA, comme tu la vois. J'ai noté que tu as passé d'un grand enthousiasme. Maintenant, tu as mis le titre dans le livre, La peur de l'IA. Peut-être que tu es allé un peu trop à gauche. Je ne sais pas. Mais tu es ici dans un lieu que, comme tu vois, l'Institut européen a comprendre pour agir. On n'est pas pour, on n'est pas contre, on veut comprendre, on veut savoir. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce type de réunion. Et on amène ici, merci au président Ginesy, qui est vraiment unique, je dirais, parce que je n'ai pas trouvé autre département qui sont en train de faire ce que nous, on est capable de faire ici dans les Alpes-Maritimes. Comprendre pour agir. Et chercher entre nous, discuter, poser des questions. Et pas seulement ça. Tu sais que nous, on fait des procès à l'IA fictive. On fait des procès aux réseaux sociaux, aux crypto-monnaies. Et pas seulement ici, comme Institut européen, on les fait en Europe. Bientôt, avec David, on va les faire au collège de Mimosa,
à Mandelier la Napoule. Et qui seront les acteurs de tout ça? Les étudiants du collège de Mimosa. Vous voyez, ce que nous on cherche de faire, ce n'est pas de nous mettre à dire « Ah, l'IA, oh non, on pour l'IA ». Comprendre. Écoutez, personnalités différentes, parce qu'on a eu Laurent Alexandre, vous vous rappelez, j'espère, et quelqu'un comme, je ne me rappelle plus le philosophe, qui était absolument contre l'intelligence artificielle, mais nous, on les écoute. On est là pour ça. On est là pour savoir, pour comprendre, pour agir. Et pas seulement on s'arrête là, mais je vous dis une chose. Nous, on a fait le World AI Film Festival. Avec l'IA, on a démocratisé l'accès à la possibilité de créer des films. Il y a eu un épisode pendant les 2 soirées qu'on a passées à Cannes qui m'a vraiment fait plaisir et que je voudrais partager avec vous. Qui a gagné le grand prix du meilleur film de fantasy est une jeune Jordanienne de la Jordanie. Au point que les pauvres, quand nous on lui a annoncé qu'il avait gagné, il a dit « mais je ne pourrai pas venir ». Et je lui ai dit « pourquoi tu ne peux pas venir ?» Parce qu'il ne lui donnait pas les visas. Bon, nous on a appelé l'ambassade de France en Jordanie, on a appelé l'ambassade de Jordanie en France, et en 24 heures, on a obtenu la possibilité que ce jeune homme soit venu ici, à Cannes, à recevoir le prix pour les meilleurs films de fantasy. Et je vous dis que ça, c'est une belle satisfaction. Parce que sans l'IA quand même, et sans la possibilité d'avoir le World AI Film Festival, qui lui donnait la possibilité d'avoir une visibilité énorme, ça ne serait pas possible. Voilà notre édition 26. On avait des personnes du Brésil, de la Corée, de la Chine, du Japon. Et la prochaine édition, et vous êtes tous invités, 6-7 avril 2027, aura 12 pays. Les Alpes-Maritimes qui sortent des Alpes-Maritimes et qui vont au Canada, au Brésil, en Argentine. Les mois de septembre, on va à Berlin. Les mois d'octobre, on va à Los Angeles. Les mois de novembre, en Turquie, et comme ça. C'est avec cet enthousiasme, avec un support formidable du président Ginesi, que nous, on est là pour vous comprendre, pour agir. Merci. Merci beaucoup, Marc Colendi, pour cette conclusion. Merci à vous, Gilles Babinet. Je rappelle le nom de votre dernier livre, Révolution IA, environnement, géopolitique et perspective. Et puis un grand merci à vous toutes et tous pour votre attention. Évidemment, cet événement a été organisé par le département des Alpes-Maritimes, la Maison de l'IA, le SICTIAM et l'Institut Europe IA. Et puis on va rester ensemble quelques minutes pour un moment de convivialité offert par le département des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire le buffet. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Alors, la prochaine IA Date, parfums et arômes, et évidemment les parfums, ce sera au Palais des Congrès de Grasse le 22 juin. Merci à toutes et à tous.